Bonjour à tous, désolé pour le retard, suite à des problèmes techniques qu'on est encore en train de résoudre. Donc on a voulu profiter de l'occasion de la journée du LabEx pour organiser donc l'un des séminaires Scopy, donc l'un des séminaires du LabEx P2IO. Et aujourd'hui donc on a le grand plaisir d'accueillir Alain Rias-Vello de l'IAP pour nous parler de ce qui se passe autour et à l'intérieur d'un trou noir, qui est un sujet assez fascinant auquel on n'a aucune intuition. Et donc Alain, je te laisse la parole. Merci. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc je vais faire un séminaire un peu original dans le sens où je ne vais pas vous présenter des résultats nouveaux, je vais vous présenter une façon un peu nouvelle de voir des résultats qui pour certains sont connus depuis longtemps. Le but du jeu étant de répondre à la question à quoi ressemble un trou noir si on se trouve à côté. Donc si vous avez vu Interstellar, vous avez quelques indications de ça, mais on va essayer de faire les choses un peu plus pédagogiquement et un peu plus de façon un peu plus exhaustive. Alors, comme vous n'êtes pas tous des astrophysiciens, je ferai une présentation rapide sur qu'est-ce qu'un trou noir, comment il se forme, et puis la partie intéressante du séminaire sera la dernière où je vous montrerai des simulations donc, que j'ai réalisées depuis quelques années. Alors, le concept de trou noir, c'est quelque chose d'assez vieux, puisque dans physique newtonienne, vous pouvez introduire le concept de vitesse de libération. Donc vous pouvez vous demander que se passe-t-il quand un objet a une vitesse de libération supérieure à la vitesse de la lumière. C'est essentiellement la question que se sont posés deux chercheurs qui étaient Laplace et Mitchell à la fin du XVIIIe siècle. Et cette question était évidemment académique, puisque quand vous regardez les objets astrophysiques connus à l'époque, à la surface de la Terre, c'est 11 km par seconde, la vitesse de libération. Sur les planètes géantes, c'est entre 20 et 60. À la surface du Soleil, c'est 600 km par seconde, donc on est très inférieur à la vitesse de la lumière. Donc une de ces deux personnes s'était amusée à dire, si on prend un objet de la densité de la Terre, donc 5 grammes par centimètre cube, quelle devrait être la taille de cet objet pour que sa vitesse de libération soit supérieure à celle de la lumière? Et la réponse est environ 170 millions de kilomètres. Donc un objet qui serait plus gros que l'orbite de la Terre. Donc pendant longtemps, cette question, est-ce qu'un objet peut avoir une vitesse de libération supérieure à la vitesse de la lumière, c'était un peu académique dans la mesure où on n'avait pas de raison objective de penser que de tels objets puissent exister. Et puis les choses ont changé au début du XXe siècle. On a d'abord découvert les naines blanches, qui sont des objets, donc grosso modo, de la taille d'une planète tellurique et de la masse d'une étoile, pour lesquels la vitesse de libération est déjà de 6000 km par seconde. Et plus tard, on a découvert, après avoir prédit leur existence, les étoiles à neutrons ou des pulsars, dont la vitesse de libération est assez proche de celle de la vitesse de celle de la lumière, puisque c'est de l'ordre de 200 000 km par seconde, modulo les incertitudes qui existent aujourd'hui sur le rayon de ces objets. Donc, à partir de là, il est tout à fait légitime de se dire, si on prend une étoile à neutrons, qu'on la comprime juste d'un facteur 2, qu'est-ce qui se passe? La réponse est ce qu'on va appeler un trou noir. Et évidemment, la question c'est, enfin, il y a deux questions qui se posent, c'est est-ce que la nature peut quand même engendrer de telles aberrations? Ça a été qualifié d'aberration par des grands scientifiques du début du XXe siècle. Et ensuite, comment décrire exactement ces objets, puisque le concept de vitesse de libération, c'est un concept de physique newtonienne. Or, on sait que pour les champs gravitationnels forts, il faut remplacer la physique newtonienne par la relativité générale. Donc, il faut formaliser ça un peu plus proprement. Donc, je vous passe les détails, mais je dirais simplement que ça a été une longue quête intellectuelle et observationnelle, puisque acquérir la conviction que les trous noirs existent, ça a nécessité un grand nombre d'étapes. D'abord, se convaincre que les étoiles étaient des objets semblables au Soleil, ce qui n'a été établi que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comprendre la structure interne d'une étoile et leur source d'énergie, ce qui a pris presque un siècle par rapport à la question précédente, comprendre que les étoiles évoluent différemment en fonction de leur masse, et que sous certaines conditions, peuvent éventuellement donner naissance à un trou noir, et dans le même temps décrire les lois de la gravitation, les phénomènes gravitationnels qui règnent,
ce qui n'a pas été fait en 1915, mais plutôt dans les années 60, quand la relativité générale s'est avérée être en rapport avec le monde réel, justement quand on a découvert des objets compacts. Et puis il reste à voir la preuve irréfutable que ces objets existent. Alors selon comment on regarde les choses, il faut remonter pour une donnée observationnelle au XIe siècle, et puis il y a encore un petit chaînon manquant dans l'histoire que je vais vous raconter, mais globalement, depuis les années 70, on est passé peu à peu de l'appellation de candidat trou noir à trou noir. Donc le changement de paradigme s'est effectué à la fin du siècle dernier. Alors, sans faire un exposé astrophysique trop long là-dessus, je rappelle qu'il y a deux types de trous noirs qui existent dans l'univers. Il y a ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, qui tirent leur nom du fait qu'ils sont issus de l'évolution de certaines étoiles. On estime que leur nombre est de quelques dizaines de millions par galaxie, donc c'est à la fois beaucoup, peu, selon qu'on regarde en valeur absolue ou par rapport au nombre d'étoiles qui se comptent en centaines de milliards, donc peut-être un trou noir pour 10 000 étoiles. Et leur masse, a priori, s'étale de 3 à quelques dizaines de masses solaires. Ces trous noirs stellaires sont assez difficiles à observer. Dans notre galaxie, on n'en connaît qu'une vingtaine, donc on en rate 9 999 sur 1 million. Mais ces trous noirs sont relativement bien compris, que ce soit dans leur mode de formation, que ce soit dans certaines signatures observationnelles. Et puis il y a une deuxième catégorie de trous noirs beaucoup moins bien connus, qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Donc ils sont moins bien connus, non pas parce qu'ils sont plus rares, ils sont effectivement plus rares, mais ils sont moins bien connus puisque la masse de ces objets est considérablement plus grande que celle des trous noirs stellaires. Elle se compte en millions, voire en milliards de masses solaires. Et ceci suggère fortement qu'ils ont un mode de formation différent des trous noirs stellaires. Et aujourd'hui, il n'y a absolument pas de consensus sur l'origine de ces trous noirs supermassifs, notamment parce que on observe dans certains quasars lointains des phénomènes que l'on attribue à des trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires, que l'on ne voit que quand l'univers était âgé de quelques centaines de millions d'années. Et comme un trou noir est limité dans le taux auquel il peut grossir, puisque la matière qui tombe sur un trou noir dissipe de l'énergie, la pression de radiation de cette matière empêche qu'il y ait un taux d'accrétion trop élevé. Donc un trou noir ne peut que doubler sa masse en principe en 40 millions d'années. Il peut multiplier sa masse par 1000 en 400 millions d'années. Et donc si 800 millions d'années après le Big Bang, vous observez des trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires, il faut vous dire que dès le Big Bang, il faut déjà des trous noirs de quelques milliers de masses solaires, ce qu'on ne sait pas trop faire. Donc les trous noirs supermassifs sont en un sens plus faciles à étudier parce qu'ils sont plus gros, ils ont une sphère d'influence plus grande, on sait où les trouver puisqu'ils sont toujours au centre des galaxies, mais c'est des objets qui, au moins dans leur mode de formation et même dans leur évolution, sont encore assez peu maîtrisés. Alors en plus de ça, il y a deux types de trous noirs qui existent peut-être. Alors il y a les trous noirs intermédiaires, c'est ceux qui ont une masse comprise entre la masse des trous noirs stellaires qui sont bien établis et la masse des trous noirs supermassifs. Alors depuis 10 ans, il y a des annonces de détection de trous noirs de masse intermédiaire, de quelques milliers de masses solaires, qui en général sont démentis quelques années après. Donc je ne saurais pas vous dire aujourd'hui s'il y a un consensus quant au fait qu'on ait détecté ne serait-ce qu'un seul de ces objets. Mais il n'est pas exclu qu'ils existent, mais ils sont évidemment plus difficiles à détecter que les trous noirs supermassifs parce qu'ils ne sont pas au centre des galaxies massives. Et puis pour les physiciens des particules, les trous noirs, ça peut être intéressant si c'est des très petits trous noirs. Donc pour former un trou noir, il faut des densités d'autant plus élevées que la masse du trou noir que vous formez est petite. Donc si vous voulez former des petits trous noirs, il vous faut des densités extrêmement élevées, ce qui n'est atteint que lors du Big Bang. Donc si l'univers est suffisamment inhomogène dans un sens qu'il convient de préciser, il est possible que des trous noirs de très petite masse aient été engendrés pendant le Big Bang. Et aujourd'hui, on n'a pas vu de signature de ces trous noirs, donc on est réduit à avoir des limites supérieures sur la densité de ces, enfin, sur le nombre de ces objets par unité de volume. Aujourd'hui, tout porte à croire que ces trous noirs primordiaux, s'ils existent, ne jouent pas de rôle astrophysique notable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux
pour avoir une influence sur l'évolution des autres objets astrophysiques, mais évidemment d'un point de vue de physique des particules, si jamais, ou de cosmologie primordiale, si jamais on détecte ces objets, on apprend des choses sur les époques anciennes de l'histoire de l'univers. Donc, je vais surtout vous parler donc, des trous noirs stellaires pour ce qui est de la formation, même si ce que je vais vous montrer, ça va plutôt être des trous noirs supermassifs pour des raisons que j'expliquerai. Donc, une étoile, c'est un objet qui est très simple, c'est un objet qui se contracte sous l'effet de son propre champ de gravité et dont la contraction s'arrête parce que la température ayant augmenté au centre, on a initié un cycle de réaction nucléaire. La pression de radiation qui en résulte freine au moins temporairement la contraction qui a donné naissance à l'étoile, et l'objet reste dans un état plus ou moins stationnaire pendant toute sa vie d'étoile, jusqu'au moment où il n'y a plus de réaction nucléaire au sein de l'étoile, et où donc cette contraction se termine. Donc une étoile, c'est un état temporaire dans un phénomène de contraction gravitationnelle, à l'issue duquel il va rester un résidu compact, qui est beaucoup plus compact que l'étoile. Donc, comme vous le savez, il y a deux issues possibles standards pour la vie des étoiles. Les étoiles de faible masse, alors faible masse dans ce contexte, c'est moins de 8 masses solaires. Elles finissent leur vie en dissipant une grande partie de leur masse dans le milieu interstellaire, ce qui donne cette structure qu'on appelle une nébuleuse planétaire, au centre de laquelle on voit souvent difficilement l'étoile mourante, qui est extrêmement peu brillante, puisque le cœur de l'étoile s'est replié sur lui-même du fait qu'il n'y a plus de réaction nucléaire. Il est uniquement maintenu par la pression de dégénérescence des électrons. Et dans ce contexte-là, un objet d'une masse solaire a la taille à peu près de la Terre. Donc c'est déjà des objets qui sont extrêmement denses, c'est à peu près 1 tonne par centimètre cube, mais c'est des objets qui, d'un point de vue gravitationnel, ne sont pas encore extrêmes, puisque la vitesse de libération n'est que de quelques milliers de kilomètres par seconde, donc vous n'avez pas besoin de relativité générale pour décrire ces objets. Et puis pour les étoiles plus massives que 8 masses solaires, ce qui représente une très très petite partie des étoiles qui existent, puisque vous savez que les étoiles sont d'autant plus nombreuses que leur masse est petite. Donc une étoile comme le Soleil est déjà dans les 5% des étoiles les plus massives, et la fraction d'étoiles en fonction de la masse décroît assez vite avec la masse pour les fortes masses. Donc plus de 8 masses solaires, ça fait 0,01%, quelque chose comme ça, de la masse totale, du nombre total d'étoiles. La fin de l'étoile est beaucoup plus cataclysmique, puisque on a un effondrement. Le cœur de l'étoile, au lieu de faire moins d'une virgule fois 4 fois la masse du Soleil, peut atteindre des masses plus importantes, et des calculs qui relèvent de la physique newtonienne disent qu'un astre inerte, c'est-à-dire qui ne produit pas d'énergie, devient instable s'il fait plus d'une fois et demie la masse du Soleil. Donc pour les étoiles massives, quand les réactions nucléaires s'arrêtent dans le cœur continue à grossir dans le sens où les réactions nucléaires se produisent encore en couche autour de ce cœur inerte, et quand ce cœur atteint une masse limite, qu'on appelle la masse de Chandrasekhar, ce cœur s'effondre. En s'effondrant, il libère beaucoup d'énergie, en gros 0,1 fois MC2, 0,1 masse solaire fois C2 en termes d'énergie de liaison gravitationnelle. Et cette énergie se dépose en partie sur les couches externes et fait exploser en fait les couches externes de l'étoile. Donc, d'un point de vue gravitationnel, ce qui initie ce phénomène qu'on appelle une supernova, c'est l'effondrement du cœur de l'étoile, mais ce que l'on voit d'un point de vue visuel, c'est un objet qui devient incomparablement plus brillant qu'il n'était avant. Donc la supernova la plus connue des temps modernes, c'est la supernova de 87 dans le Grand Nuage de Magellan. Donc quelques mois avant la supernova, on avait une étoile qui ne présentait aucune particularité notable. C'était une étoile massive, on connaissait à peu près sa masse, son rayon, et puis voilà, en février 87, voilà ce qui est devenu l'étoile. Donc le gain en luminosité d'une supernova peut être est très important. Alors l'étoile, avant la supernova, c'est une étoile massive, donc elle est déjà très lumineuse, mais la luminosité d'une supernova se compte en centaines de millions de luminosités solaires. Alors, une fois que cette supernova se produit, eh bien
la matière qui composait les couches externes de l'étoile se dissipe assez violemment dans le milieu interstellaire. Donc là, vous avez une supernova vieille de 1000 ans, qui est la supernova de l'an 1054, qui est sans doute la plus étudiée aujourd'hui encore. Et au centre de cette supernova, plus ou moins cachée par les éjectats qui ne sont pas encore assez dissipés, vous avez un objet compact qui va être soit une étoile à neutrons, soit un trou noir en fonction de la masse. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la masse qu'il faut à une étoile pour évoluer en étoile à neutrons et pour évoluer en trou noir, parce que ces étoiles massives perdent beaucoup de masse dans leur fin de vie par des phénomènes de vent stellaire, et on ne sait pas encore quelle est la relation entre la masse perdue et la masse initiale de l'étoile. C'est probablement pas une relation monotone. Donc il y a encore des débats pour savoir quelle est la masse limite d'une étoile pour évoluer en trou noir, mais bon, typiquement c'est aux alentours d'une dizaine entre 10 et 15 masses solaires selon les auteurs. Alors, le fait que l'effondrement du cœur d'une étoile donne naissance à une supernova, ça a été observé explicitement en 87, et puis par des supernovas plus anciennes dont on a retrouvé traces d'observation visuelle dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Ce qu'on n'a pas encore vu de façon à peu près certaine, c'est une supernova qui donne naissance à un trou noir. Donc c'est ça le dernier petit chaînon manquant qu'on a. On a détecté, longtemps après leur formation, des trous noirs stellaires. On a détecté des étoiles à neutrons juste après leur formation, mais on n'a pas encore détecté le passage du cœur le passage qui va de l'effondrement d'une étoile à un trou noir. Alors il y a deux possibles exceptions assez récentes. La première, c'est qu'il y a parmi les supernovas relativement récentes, donc une en 79 dans une galaxie assez éloignée qui s'appelle M100. Donc en 79 a été observée une supernova. Quand on compare les clichés pris à l'époque avec les sources X qui sont ici en jaune sur cette image composite, il y a une source X particulièrement lumineuse à l'endroit de la supernova, donc c'est clairement le rémanent de la supernova qu'on est en train de voir. Et les modèles d'accrétion par les objets compacts sont pour cet objet beaucoup plus compatibles avec la présence d'un trou noir qu'avec la présence d'une étoile à neutrons. Donc c'est un peu modèle dépendant et c'est un peu en différé, mais on pense que cet objet est un exemple de trou noir jeune. À vérifier quand on aura une meilleure modélisation des phénomènes d'accrétion qu'il y a là, mais a priori c'est le premier exemple relativement consensuel où on pense qu'on a l'association entre une supernova et un trou noir, même si c'est à 40 ans d'écart. Et puis alors l'autre phénomène qui est plus récent et plus intéressant, c'est le fait que, je vous ai dit que l'effondrement du cœur se traduit par une explosion de l'étoile, mais pour ça il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie qui soit transmise aux couches externes de l'étoile. Or, quand on fait des simulations numériques de ce phénomène de supernova, on se rend compte que la quantité d'énergie qui est finalement récupérée par les couches externes pour les dissiper est extrêmement faible par rapport à l'énergie disponible initiale, au point que les gens se sont dit, mais est-ce qu'on est sûr qu'une supernova explose vraiment? Est-ce que l'implosion du cœur est nécessairement suivie d'une explosion des couches externes? Et les gens se sont dit, peut-être pas, et on a trouvé un exemple récent, suite à un programme dédié, d'une étoile qui a, au sens propre, disparu des clichés. Donc là, il y a 8 ans d'écart entre ces deux clichés, il y a d'autres clichés intermédiaires, mais qui sont de moins bonne qualité, et sans que l'on ait observé de supernova. Donc ici, on pense qu'on a une supernova qui a donné directement naissance à un trou noir, et comme les couches externes n'ont pas été éjectées, n'ont pas eu leur surface qui a augmenté beaucoup, ça ne s'est pas traduit par une augmentation de luminosité. Évidemment, cet objet, c'est probablement un trou noir qui est enveloppé encore des couches externes de l'étoile qui est lentement en train d'accréter, mais ça ne produit pas une luminosité comparable à la luminosité de cette étoile massive avant la supernova. Donc il existe, en plus des supernovas classiques, des supernovas ratées qui sont, selon toute vraisemblance, un autre canal de formation des trous noirs, même si sur un seul événement, c'est encore un peu tôt. Alors, la question que beaucoup de gens dans le grand public et que moi, en tant que chercheur, je me suis posé, c'est à quoi ressemble un trou noir. Alors,
Pour savoir à quoi ressemble un trou noir, on ouvre par exemple le fameux livre de Chandrasekhar, The Mathematical Theory of Black Holes. Donc, alors Chandrasekhar s'est plaint, quand il a reçu le prix Nobel, que ce livre n'ait pas été cité parmi les raisons qui ont fait qu'il méritait d'avoir le prix Nobel. Donc il est très très fier de ce bouquin, donc, qui a été écrit juste avant qu'il ait le prix Nobel. Il fait 646 pages, aussi de Chandrasekhar, donc c'est bourré d'équations. Voilà. Et malgré ça, la question de à quoi ressemble un trou noir est réglée dans ce schéma au format timbre-poste. Et alors, ce schéma, la légende de ce schéma ne vous dit pas, voilà, alors, quelle est la taille angulaire du trou noir en fonction de la distance, ce qui est effectivement ce qui est montré. Il montre le cône d'évitement des géodésiques de Jean-Lumière, ce qui est une façon extrêmement pédante de dire la même chose. Donc, l'aspect visuel, en fait, pendant longtemps, les gens s'en foutaient complètement. Et donc, j'ai modestement essayé de combler ce vide, puisque il y a une dizaine d'années, jusqu'à il y a une dizaine d'années, quand vous faisiez sur une recherche sur Google Images pour avoir un trou noir, eh bien, vous aviez des vues d'artistes. Alors, elles étaient estampillées NASA, mais à l'évidence, l'artiste n'était pas un scientifique, et il n'avait pas été conseillé par des scientifiques, puisqu'à peu près tous les phénomènes dont on devine que l'artiste a voulu les représenter, comme le disque d'accrétion, comme le je sais pas trop quoi, là, comme ça, là, tous ces trucs-là sont faux, en fait. Donc, ces choses-là sont assez trompeuses. Par exemple, un trou noir en rotation n'apparaît pas aplati par sa rotation. C'est un résultat un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, à défaut de vue d'artiste, est-ce qu'on peut voir un trou noir? La réponse, vous savez, est non, tout simplement parce que les trous noirs sont des objets petits. Le rayon d'un trou noir, c'est 3 km par masse solaire. Donc, un trou noir stellaire, c'est quelques dizaines de kilomètres de rayon, à des distances qui se comptent en milliers d'années-lumière, puisque je vous ai dit, il n'y a qu'une vingtaine de trous noirs dans notre galaxie qu'on connaît. Donc, le trou noir le plus proche de nous que l'on connaît, il est déjà à plusieurs milliers d'années-lumière, et donc si vous faites le calcul, en gros, la taille angulaire d'un trou noir stellaire, c'est une nanoseconde d'arc, donc c'est à peu près l'équivalent d'une bactérie sur la Lune vue depuis la Terre. Donc on sent bien que ça ne va pas marcher. Alors la situation est un peu plus favorable pour les trous noirs supermassifs, puisque la taille d'un trou noir est proportionnelle à la masse, donc ça augmente assez vite, et le trou noir supermassif de notre galaxie n'est finalement pas beaucoup plus loin que le trou noir stellaire le plus proche que l'on ait. Et on peut montrer que pour donc, le trou noir central de notre galaxie, qui s'appelle SGR à étoile, la taille angulaire est de 50 microsecondes d'arc. Donc c'est à peu près une trace de pas sur la Lune. Donc les complotistes n'ayant jamais vu depuis leurs petites lunettes de traces de pas sur la Lune, ils disent qu'on n'est pas allé sur la Lune. Mais le corollaire, c'est qu'il est extrêmement difficile d'imager un trou noir, puisque d'un point de vue optique, évidemment, c'est très difficile. Alors, c'est très difficile à cause de la limite de diffraction. Hein. Vous savez que la finesse des détails que vous voyez est donnée par le rapport de la longueur d'onde d'observation sur le diamètre de votre instrument d'observation. Donc, si vous faites un truc très idéalisé, un télescope de 100 mètres dans le visible, votre résolution n'est que d'une milliseconde d'arc. Et une milliseconde d'arc, c'est encore 20 fois trop grossier pour voir la silhouette du trou noir central de notre galaxie. Et comme il n'est pas question de faire un télescope de plusieurs kilomètres de diamètre sur Terre, ne serait-ce que pour des raisons mécaniques, sans parler des raisons budgétaires, ça ne va pas marcher là. Et donc la technique pour atteindre les meilleures résolutions angulaires possibles, c'est non pas de faire les choses dans le visible, mais dans le domaine radio. Alors a priori, le domaine radio, c'est pas intéressant, on est à des longueurs d'onde plus importantes, donc à diamètre égal, les détails sont beaucoup moins fins, mais en radio, on sait faire de l'interférométrie, c'est-à-dire qu'on combine les signaux observés par plusieurs radiotélescopes, et dans ce cas-là, on a une image qui a certaines caractéristiques comparables à une image recueillie par un instrument dont la taille est égale à la distance entre les radiotélescopes. Donc ce que vous perdez en résolution angulaire à cause de la longueur d'onde qui est plus grande, vous allez le gagner en faisant de l'interférométrie sur des distances extrêmement importantes, puisque dans le domaine radio, on est capable de faire de l'interférométrie à l'échelle de la Terre. En fait, on ne fait plus vraiment de l'interférométrie, on enregistre la phase du signal par les différents radiotélescopes, on met ça sur des disques durs et puis on fait interférer ça plus tard dans un centre de calcul. Donc aujourd'hui,
on est à peu près à la limite de ce que l'on peut faire pour voir le trou noir central de notre galaxie. Donc il y a une dizaine d'années, la meilleure longueur d'onde où on faisait de l'interférométrie radio à longue distance était 3 mm, ce qui donnait une résolution de 100 microsecondes d'arc, qui est juste 2 fois plus grand que ce qu'il faut pour commencer à voir la silhouette du trou noir central de notre galaxie. Et les gens qui travaillaient là-dedans disaient que dans 10 ans, ça serait dans la poche de gagner ce facteur 3 en résolution. Enfin, gagner un facteur 3 en résolution, ça veut dire enregistrer un signal non pas à 100 mais à 300 GHz, ce qui est évidemment un problème matériel tout à fait concret. Et donc l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus, en avril, des gens ont commencé une campagne d'observation pour observer le trou noir central de notre galaxie. Alors, pour vous montrer quand même, ça ne va pas être très sexy, parce que si votre trou noir central a une taille angulaire de 50 microsecondes d'arc et que la résolution de votre image c'est 30 microsecondes d'arc, il ne va même pas faire 2 pixels de diamètre. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quand vous faites ces images par interférométrie, en fait, vous ne faites pas de la vraie image. Ce que vous faites, c'est que vous voyez quelques pixels dans la transformée de Fourier de l'image. Et ensuite, vous faites une transformée de Fourier inverse, et vous avez une image qui est dégradée, comme peut l'être un fichier JPEG classique. Si ce n'est que dans un fichier JPEG, même quand on le comprime beaucoup et qu'on commence à voir les effets de compression, l'ordinateur s'arrange pour que les détails les plus intéressants soient préservés. Quand vous faites votre image interférométrique, les détails que vous récupérez dépendent de la position et du nombre de vos radiotélescopes. Et donc ici, c'est un exemple assez ancien, mais qui est à mon avis plus éclairant que les choses qu'on voit aujourd'hui. Si vous supposez que le trou noir central de notre galaxie avec un petit disque d'accrétion ressemble à ça, donc c'est un point sombre sur un fond lumineux avec un profil de luminosité qui décroît, voilà à quoi pourrait ressembler l'image avec le réseau de radiotélescopes qui était envisagé à l'époque et qui à peu près qui a été mis en œuvre aujourd'hui. Et donc vous voyez que se convaincre qu'on voit un point sombre au centre d'un rond lumineux ici ou là, c'est quand même un peu limite. Bon, ici, on le voit un peu mieux, mais voilà, on est à la limite de ce qu'on peut qualifier d'imagerie. Même si ça sera un grand succès d'en arriver là, on n'en est pas encore là. Alors, en attendant, comment on sait que les trous noirs existent, puisqu'on ne les voit pas? Eh bien, on détecte leur influence sur leur environnement. Donc, il y a essentiellement deux méthodes qui marchent bien. Quand vous avez un trou noir stellaire en orbite autour d'une autre étoile, dans certains cas, vous avez un transfert de masse entre l'étoile et le trou noir, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Deux étoiles peuvent échanger de la masse. Vous pouvez donc suivre le mouvement de cette étoile, vous pouvez déterminer la période orbitale du système et la vitesse radiale le long de la ligne de visée. Et en combinant ça, vous avez un truc qu'on appelle la fonction de masse qui vous donne une limite inférieure à la masse du compagnon sonde de l'étoile. Donc si cette limite-là est supérieure à 4 ou 5 masses solaires, ce qui est déjà supérieur à la limite des étoiles à neutrons les plus massives que l'on peut envisager, quelle que soit l'équation d'état de la matière dense, alors vous pouvez être sûr que vous avez un trou noir. Et c'est essentiellement par ce biais, quand on a une configuration suffisamment compacte, suffisamment vue par la tranche pour que des phénomènes d'éclipse aident à mieux déterminer les paramètres du système, que l'on arrive à identifier de façon non ambiguë un trou noir. Il y a quantité de binaires X dont on n'arrive pas à déterminer la masse de l'astre compact, qui sont connus et qui pourraient être des trous noirs. Mais des trous noirs avérés, je dirais, il y en a relativement peu parce que ça nécessite des conditions favorables. Et puis, pour les trous noirs supermassifs, c'est d'une certaine façon plus simple, puisque si vous regardez le trou noir central de notre galaxie, vous voyez plein d'étoiles autour qui orbitent autour du centre, et donc vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je vais essayer de vous montrer une animation. Alors, non, non. Alors, non. Voilà, donc ça c'est une série de... Alors c'est des clichés fortement processés, hein. Les vrais clichés sont beaucoup moins jolis que ça.
C'est une série d'images extraites de clichés qui ont été pris entre 1992 et 2006 et qui vous montrent donc l'évolution des orbites des étoiles qui sont autour du centre de gravité de notre galaxie. Et donc toutes les trajectoires que vous voyez sont compatibles avec des mouvements keplériens, donc avec l'existence d'une unique masse centrale qui est au niveau de la croix rouge ici. Les lois de la mécanique céleste vous disent qu'il faut à peu près 4 millions de masses solaires pour expliquer ces mouvements, et vous voyez qu'il y a plusieurs étoiles qui passent extrêmement proches du centre ici. La séparation minimale entre l'étoile qui est la plus étudiée là, et l'objet compact, c'est moins de 3 milliards de kilomètres, donc on sait qu'on a 4 millions de masses solaires dans un rayon de 3 milliards de kilomètres, et donc par élimination, disons, on est à peu près sûr que ça ne peut pas être autre chose qu'un trou noir. Alors évidemment, ça c'était avant. Maintenant, les trous noirs, on a des détections plus directes par les collisions de trous noirs. Donc deux objets en orbite l'un autour de l'autre émettent des ondes gravitationnelles. Ce flot d'ondes gravitationnelles est ridicule puisque pour l'ensemble du système solaire, c'est 5000 watts. Donc c'est absolument rien du tout. Quand vous avez deux trous noirs stellaires qui entrent en collision, la luminosité gravitationnelle, c'est 10 puissance 49 watts. Donc 6 ordres de grandeur de plus, ce qui correspond à dire que l'on fait disparaître l'équivalent d'une masse solaire en énergie par seconde. Donc, le signal de la fusion de deux trous noirs, vous avez tous entendu parler, ça s'appelle un gazouillis. Alors un gazouillis, en électronique, c'est un signal dont l'amplitude et la fréquence augmentent avec le temps, puisque c'est comme ça que chantent un peu les oiseaux. Alors, si vous écoutez la traduction sonore de la fusion de deux trous noirs, ça ne tient pas du rossignol, je vous préviens tout de suite. Mais néanmoins, on voit à l'œil quasiment que l'amplitude et la fréquence augmentent. Et par un raisonnement quasi newtonien, on peut même déterminer que une certaine combinaison des masses, qu'on appelle la masse de gazouillis, s'exprime en fonction de la fréquence et de la dérivée de la fréquence des ondes reçues. Et donc, par des calculs très simples, le fait qu'on ait détecté ce type d'onde gravitationnelle ne peut pas avoir d'autres explications qu'un trou noir. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir plusieurs dizaines de masses solaires en jeu, et on est obligé d'avoir une séparation entre les objets de quelques centaines de kilomètres au maximum, et donc, à nouveau, mettre plusieurs dizaines de masses solaires dans plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas possible autrement qu'avec des trous noirs. Donc c'est très difficile. Alors le grand drame des ondes gravitationnelles, c'est que ça fait beaucoup d'énergie, mais l'espace-temps est un milieu qu'on peut qualifier de rigide, et donc l'amplitude des ondes gravitationnelles est extrêmement faible. Et pour s'en rendre compte, disons que l'amplitude d'une onde gravitationnelle au voisinage de deux trous noirs qui entrent en collision, c'est l'ordre de 1 ou 10-1, et comme ça décroît en 1 sur R, l'amplitude reçue sur Terre, c'est du 10-1, multiplié par le rapport entre la taille du trou noir et la distance. Donc la taille du trou noir, vous allez prendre un trou noir stellaire 100 km, la distance, vous allez prendre 1 milliard d'années-lumière, donc 10 puissance 22 km, et ça vous dit que la déformation de l'espace-temps sur Terre, ça va être de l'ordre de 10-21. Et donc c'est des variations de taille de l'ordre de 10 puissance moins 21 que vous devez détecter avec un interféromètre, et donc c'est pour ça que on a mis énormément de temps à mettre au point ces interféromètres, et qui ont marché remarquablement bien, puisque depuis qu'ils ont été mis en service avec leur sensibilité nominale, on a un événement tous les 2 mois à peu près, avec à la fois la confirmation remarquable de ce qu'on pensait voir, c'est-à-dire que ce signal-là correspond exactement à la forme du signal que l'on s'attendait à voir, et avec des surprises, puisque les masses des trous noirs ou des objets compacts qui interviennent dans les détections qui ont été observées sont un peu différentes. Notamment pour les trous noirs, elles sont quand même significativement plus hautes en moyenne que les trous noirs qui étaient connus avant, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle population d'objets qu'on est en train de découvrir. Alors, en attendant, on va faire des simulations, puisque on ne peut pas voir un trou noir avec mieux qu'une résolution de 2 pixels sur l'horizon. Alors évidemment, quel type de trou noir peut-on espérer voir de près? Alors, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Si vous êtes en orbite autour d'un trou noir, votre période orbitale va être proportionnelle à la masse pour un rayon orbital
pour un rapport donné entre votre rayon orbital et la taille du trou noir. Si vous êtes en orbite autour d'un trou noir stellaire assez près, votre période orbitale va se compter en millisecondes. Donc vous n'allez pas voir grand-chose, il vaut mieux être autour d'un gros trou noir où les choses se déroulent un peu plus lentement, vous avez plus le temps de voir. Et ça tombe bien parce que les effets de marée sont extrêmement dangereux au voisinage d'un trou noir. L'amplitude des effets de marée, c'est le gradient du champ de gravité, donc c'est du m sur R3. Comme pour un trou noir, le rayon est proportionnel à la masse, l'amplitude des effets de marée au voisinage d'un trou noir, c'est en 1 sur m2. Donc au voisinage d'un petit trou noir, les effets de marée, pour un trou noir de masse stellaire, c'est de l'ordre de 10 milliards de G par mètre. Donc vous imaginez, voilà, vous êtes suspendu et vous êtes lesté de 10 milliards de fois votre poids. C'est ce que vous ressentez au voisinage d'un trou noir stellaire. Donc pour ces raisons-là, on va supposer qu'on va avoir un trou noir de grande taille qui ne va pas avoir de disque d'accrétion, puisqu'un disque d'accrétion, c'est en général assez dangereux. Et on va supposer que pour avoir quelques repères astronomiques, on va mettre ce trou noir à la place du Soleil, de sorte que la voûte céleste que l'on va observer, et dont on va observer la déformation par le trou noir, va être celle que l'on connaît. Alors avant de commencer ça, on doit faire une dernière étape intermédiaire. Cette étape intermédiaire, c'est la suivante. Si vous êtes en orbite autour d'un trou noir, vous allez avoir une vitesse orbitale qui va être élevée. Donc oublions les effets gravitationnels, regardons juste les effets cinématiques. Qu'est-ce qui se passe quand on va vite ? Ou est-ce que les films de science-fiction respectent les lois de la physique? Donc vous savez déjà que la réponse est non. Alors, si vous êtes accéléré à des vitesses importantes, il y a essentiellement 3 types de distorsions optiques inhabituelles par rapport à nos standards qui vont se produire. Alors celui auquel tout le monde pense, c'est l'effet Doppler, mais en fait l'effet Doppler, vous allez voir que c'est le moins remarquable des 3. Les 2 autres effets qui sont notables, c'est l'intensité et l'aberration. Alors l'aberration, vous savez tous ce que c'est, puisque vous êtes des physiciens des particules. L'aberration, c'est ce qui fait qu'une collision au CERN n'a pas la même tête qu'une collision vue par Auger. Hein, ici, vous êtes dans le centre de masse de la collision, ici, vous êtes dans le centre de masse d'une des 2 particules. Donc pour passer de ce schéma-ci à ce schéma-là, il faut faire une transformation de Lorentz. Autrement dit, quelque chose qui apparaît isotrope dans un certain référentiel va apparaître fortement collimaté ou focalisé dans un autre référentiel. Donc, historiquement, l'aberration, c'est important, c'est la première preuve que la Terre se déplace. On observe un phénomène d'aberration, c'est-à-dire une variation de l'aspect de la voûte céleste parce que la Terre a sa vitesse qui change en direction au cours du temps. Donc c'est la première preuve de l'héliocentrisme, d'une certaine façon. Et pour l'anecdote, donc ça a été mesuré en 1728 par M. Bradley qui traversait la Seine en bateau et a été surpris de remarquer que la vitesse apparente du vent changeait en amplitude et en direction à mesure que le bateau prenait de la vitesse. Alors le marin qui le faisait traverser disait bah oui, c'est évident. Et Bradley s'est dit bah oui, si c'est vrai pour le vent, ça doit être vrai pour la lumière. Donc je vais essayer de mettre ça en évidence. Et alors Bradley, au bout d'un an, il a réussi à mettre ça en évidence, sauf qu'en fait, il n'était pas tout à fait sûr d'avoir bien mesuré l'aberration, parce qu'il s'est dit ce que j'ai observé, qui est un changement de la position apparente d'une étoile particulière par rapport à l'axe des pôles, c'est peut-être juste une variation de la direction de l'axe des pôles, qui était prévue par la théorie de Newton à cause de l'influence de la Lune. Et donc ce cycle-là, il faisait 19 ans. Et donc Bradley a attendu d'observer un cycle complet de nutation, qui était un effet négligeable par rapport à l'aberration, ceci étant, et il n'a publié ses résultats qu'en 1748. Donc voilà, à cette époque-là, on pouvait attendre 20 ans de bien maîtriser ces systématiques avant de publier ses résultats. Je ne suis pas sûr qu'on fasse comme ça aujourd'hui. Alors la parallaxe est un effet contre-intuitif. Ayez en tête que vous êtes en voiture et qu'il pleut, donc si la pluie tombe à la verticale, la pluie tombe à 90 degrés de la direction où vous vous déplacez, plus vous allez vite, plus vous avez l'impression que la pluie tombe à l'horizontale. Donc l'aberration, c'est le fait que la direction apparente de provenance d'un signal se rapproche de plus en plus de la direction dans laquelle vous vous déplacez, ce qui fait que d'un point de vue visuel, la taille apparente de la région qui est située devant vous, vers laquelle vous vous déplacez, va diminuer à mesure que vous prenez de la vitesse. Alors c'est contre-intuitif parce que nous, quand on se rapproche d'un objet, il y a l'effet de parallaxe qui fait que la taille apparente de l'objet augmente à mesure qu'on s'en rapproche. Mais si vous êtes
à des vitesses très importantes et que vous avez des objets qui sont à l'infini ou arbitrairement loin, alors ce que vous allez voir, c'est l'aberration, c'est-à-dire le fait que l'ensemble de la voûte céleste va sembler se ratatiner vers l'avant de la trajectoire. Et donc cet effet, il est d'autant plus important qu'on va vite. Donc ici, là, j'ai remplacé la sphère céleste par un damier. Et donc si quand je vais suffisamment vite, les deux pôles de mon système de coordonnées, qui étaient donc à la verticale au-dessus et au-dessous de moi, ils deviennent séparés de seulement moins de 90 degrés. Donc l'aberration est un phénomène qui devient extrêmement important quand on a des vitesses qui sont ultra-relativistes. Alors, donc si vous imaginez que vous voyez ça dans toutes les directions, à cause de l'aberration vers l'avant, vous allez voir quelque chose de plus petit. Non, voilà, l'image de référence est celle-là. Donc vers l'avant, vous allez voir quelque chose de plus petit. Vers l'arrière, vous allez voir quelque chose de plus gros. Donc vous avez vraiment l'impression de reculer. Et puis si vous regardez sur le côté, vous voyez une déformation progressive comme ça. Alors ça, vous verrez sur les simulations que c'est de loin l'effet le plus visible. Alors en plus de ça, il y a l'effet Doppler que tout le monde connaît, c'est-à-dire que la fréquence apparente d'un signal varie en fonction de la vitesse relative entre l'observateur et l'émetteur, ce qui, pour la lumière, va se traduire en général par un décalage vers le rouge quand la source s'éloigne ou un décalage vers le bleu quand la source s'approche. Enfin, ça dépend un peu du spectre de la source, mais en gros, c'est ça. Alors cet effet n'est pas très marqué dans le contexte qui nous intéresse, parce que les étoiles sont des corps noirs, et que si vous approchez très vite d'une étoile qui a un corps noir, la température, la couleur d'une étoile est assez peu saturée. Donc une étoile froide, elle va plutôt être rouge-orangé, une étoile chaude, elle va être blanc-bleuté, mais le changement de couleur à mesure que le décalage vers le rouge, vers le bleu est important, n'est pas très spectaculaire. Donc parce que les étoiles sont des corps noirs et non des sources monochromatiques, disons, l'effet Doppler n'est pas très spectaculaire dans les simulations qu'on va voir. Et en plus de l'effet Doppler, donc sans effet Doppler, en tenant compte uniquement de l'aberration, voici ce qu'on voit, et en tenant compte de l'effet Doppler, voilà ce qu'on voit. Alors il y a deux effets qui se superposent. Il y a le fait qu'il y a un rougissement à l'arrière et un bleuissement à l'avant. Vous voyez que la différence de teinte n'est pas très marquée. Et il y a un deuxième effet qui est que le spectre de la lumière émise par une étoile va éventuellement sortir de la bande de détection de votre œil, donc notamment quand vous avez un objet particulièrement froid, quand vous le décalez vers le rouge, il rougit, mais surtout il s'assombrit, tout simplement parce que nous ne voyons pas assez dans l'infrarouge pour le voir. Donc il y a l'effet Doppler, ça se traduit aussi par un changement d'intensité du fait des limitations de notre œil. Mais il y a un second changement d'intensité qui est simplement dû au fait que quand une source s'approche de vous, le flux lumineux que vous recevez est plus important que si la source est au repos par rapport à vous. Et ça, on le voit très bien dans certaines situations astrophysiques. Donc ici, vous avez un jet qui est issu d'un trou noir que l'on voit à peu près de côté. Donc on voit les deux jets opposés très bien. Et puis quand le jet est orienté vers vous, vous voyez le jet qui va vers vous, mais le contre-jet est beaucoup moins lumineux, au point que vous ne le voyez quasiment pas. Ce qui fait que quand nous, on va aller vite, en tenant compte de l'aberration, on voit ça, en tenant compte de l'effet Doppler, on voit ça, en rajoutant l'intensité, on voit ça. Et donc le contraste devient extrêmement important dès qu'on va à C sur 2. Et donc on va à, je ne sais plus combien, 0,9 C. C'est très simple. Devant, vous ne voyez rien parce que vous êtes ébloui, et derrière, vous ne voyez rien parce qu'il fait trop sombre. Donc en fait, je vais un peu tricher dans les simulations, je vais un peu atténuer cet effet parce que les moments où les effets relativistes sont le plus importants, c'est aussi les moments où finalement les limitations de notre œil et des écrans d'ordinateur font qu'on ne voit pas grand-chose. Donc on va illustrer ça sur un exemple. Alors, que se passe-t-il quand on passe en vitesse lumière, ou en l'occurrence qu'on va de 0 à 99,5% de la vitesse de la lumière, en 3 minutes 20? Alors, je précise que c'est totalement irréaliste, puisque l'accélération qui résulte est de 450 000 G, sachant qu'il y a peu d'individus qui ont supporté une décélération de 200 G pendant quelques mètres seulement, ici, et donc pendant quelques millisecondes là.
ici, on va se prendre à peu près 2000 fois plus de G que les limites de la résistance physiologique, et on va se les prendre pendant beaucoup plus longtemps surtout. Alors évidemment, vous savez que si vous avez une accélération de l'ordre de l'accélération de la pesanteur, il vous faut un temps qui se compte en années pour atteindre une vitesse relativiste. Donc c'est pour ça qu'on va comprimer le truc. Enfin, qu'on va accélérer les choses. Vous voyez, donc il m'embête. Alors sur mon ordinateur, évidemment, j'avais inscrit pour tout lancer rapidement, mais là, je suis obligé de le lancer manuellement. Non, il est où le moins? Voilà. Donc, vous voyez une région du ciel que vous connaissez peut-être. Vous avez Orion ici, vous avez Sirius là, vous avez le Taureau, les Pléiades, et nous allons vers Epsilon Eridani, la planète de Monsieur Spock, je crois. Et donc, nous accélérons désormais à 450 000 G vers cette étoile. Donc, vous voyez que la vitesse au départ augmente très vite. Hein. On est déjà assez sur 5 ou c'est sur 6 là. Et donc, vous voyez que le premier effet visuel que vous remarquez, c'est cet effet d'aberration, c'est-à-dire la voûte céleste qui se ratatine complètement vers l'avant. Le deuxième effet que vous voyez, c'est que les étoiles sont globalement de plus en plus brillantes. Alors, c'est moins visible, mais si je repassais au début de la vidéo, vous le verriez. Mais bon, clairement, par exemple, Orion, et notamment Bételgeuse, est beaucoup plus brillante que tout à l'heure. Alors, le gain en luminosité du fait que une étoile émet une partie de sa lumière en infrarouge, une partie dans le visible, et que la proportion des deux dépend du décalage vers le rouge, fait que les étoiles froides sont celles dont la luminosité augmente le plus quand on est décalé vers le bleu, ce qui fait que Bételgeuse devient rapidement l'étoile la plus brillante du ciel, en tout cas quand on se dirige dans sa direction. Et donc ici, vous voyez des effets qui sont purement cinématiques, c'est-à-dire que la distance que nous avons parcourue depuis le début, elle est ici, c'est moins d'une minute-lumière, donc c'est à moins d'un huitième de la distance Terre-Soleil, donc c'est pas avec ça qu'on va voir les étoiles bouger les unes par rapport aux autres, parce que on a bougé par rapport à celle-ci. Là, tout ce qu'on voit, c'est juste la déformation de notre perception du ciel parce que l'on se met à aller vite. Alors cette perception, elle est vraiment très altérée, puisque ce que vous voyez ici, par exemple, c'est le disque de la Voie lactée, qui est un grand cercle sur le ciel. Donc en principe, vous voyez que la moitié du cercle, vu que vous n'avez pas un champ de vision qui dépasse les 2 stéradians. Mais à cause de l'aberration, en fait, vous allez voir que la totalité du disque de la Voie lactée apparaît devant vous. Donc encore, on a plutôt l'impression qu'on est parti à la perpendiculaire du plan galactique et qu'on est en train de s'éloigner très vite de la galaxie. Pas du tout, on est toujours au même endroit, mais ce qui était initialement un grand cercle est toujours un cercle, mais ce n'est plus un grand cercle. Alors évidemment, même en ajustant un peu le contraste entre l'avant de la trajectoire ici et l'arrière est tel que essentiellement on ne voit plus grand chose. Donc les voyages interstellaires sont extrêmement ennuyeux, c'est-à-dire que vous avez une phase d'accélération où vous avez tout le décor qui se ramasse vers l'avant, mais au bout d'un moment vous ne voyez plus rien. Puis en fait, de façon microscopique, les étoiles bougent un peu les unes par rapport aux autres, parce qu'au bout d'un moment, vous finissez par vous déplacer. Et puis quand vous freinez, ça se redéplie, et ce que vous allez voir, c'est autre chose que l'endroit où vous étiez. Mais vous n'allez pas voir de changement progressif, comme quand vous prenez le train ou l'avion. Alors pour vous montrer que l'aberration est importante, l'étoile qui est là c'est Antares dans le Scorpion. Et vous savez que dans la mythologie grecque, Antares et Orion sont dans des directions opposées du ciel, puisque le Scorpion est la bestiole qui a été envoyée par les dieux pour embêter Orion. Donc Antares devrait être quasiment à l'opposé de notre champ de vision, et quand on va suffisamment vite, qu'on n'a même pas parcouru la distance Terre-Soleil encore, on voit Orion qui est quelque part au milieu, là, un peu au-dessus de ma main, et Antares qui est là. Donc l'aberration, à partir du moment où vous acceptez d'aller suffisamment vite, ça vous focalise l'ensemble de la sphère céleste dans une seule direction. Et donc voilà ce que vous devriez voir quand vous allez très vite. Et ce n'est pas ce qu'on voit.
en général. Alors, ceci étant fait, qu'est-ce qui va se passer quand on va rajouter les trous noirs? Alors, ce qui va se passer quand on va rajouter un trou noir dans notre comment dire, scène, c'est essentiellement qu'un trou noir, évidemment, empêche la lumière de s'échapper, mais il va surtout défléchir la direction de la lumière qui se déplace vers nous. Enfin, pas qui se déplace vers nous, qui passe dans son voisinage. Donc si vous supposez que vous avez un objet d'arrière-plan qui est plus ou moins derrière un trou noir, vous êtes là, vous n'allez pas voir l'objet dans la direction où il se trouve effectivement, parce que le rayon lumineux issu de l'objet qui va passer très près du trou noir, il va être défléchi vers le bas, ici il va vous rater. Le rayon lumineux que vous allez voir, c'est celui qui est parti pour vous rater, un peu trop haut, qui va être défléchi par le trou noir et que vous allez voir. Et comme notre cerveau est câblé pour supposer que la lumière se déplace en ligne droite, vous avez l'impression que l'étoile, elle n'est pas ici, mais qu'elle est là. Et puis, comme ce problème est symétrique, vous avez aussi un rayon lumineux qui va partir en dessous du trou noir et qui est parti pour vous rater, et qui va être défléchi pour finalement arriver vers vous. Donc, ce que vous allez voir, c'est une seconde image de cette étoile d'arrière-plan. Donc, d'une manière générale, vous allez voir une version distordue de la sphère céleste, mais vous allez voir aussi un dédoublement d'image et donc quelque chose qui est un tout petit peu confusant la première fois. Donc je reprends mon damier de tout à l'heure. Donc je ne regarde pas tout à fait dans la zone équatoriale, mais ça n'a pas d'importance. Je vais mettre un trou noir à peu près pile au centre, donc ça doit être là. Et voilà ce qui est advenu de la sphère céleste. Donc vous voyez que quand vous regardez en périphérie, par là, là, vous comprenez à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on sent bien que le trou noir, il a un peu poussé le décor sur les côtés pour... il s'est un peu incrusté sur la photo, quoi. Mais quand vous êtes dans la région centrale, ici, là, vous avez des rayons lumineux qui sont passés extrêmement proches du trou noir, qui ont donc été extrêmement défléchis par l'influence du trou noir, et vous avez du mal à vous convaincre que ça, c'est une version distordue de ça. Pourtant, c'est le cas. Donc, se balader au voisinage d'un trou noir est un tout petit peu confusant et nécessite un tout petit peu d'adaptation. Voilà, donc si vous êtes candidat à faire la même chose qu'Interstellar, je pense que faudra insister pour que vous ayez une formation appropriée. Alors, quand vous êtes au voisinage du trou noir, en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, comme vous êtes dans un puits de potentiel, la lumière que vous recevez a été décalée vers le bleu. Donc, au lieu de voir ceci, on voit cela. Donc, l'effet n'est pas très marqué ici, parce que je suis encore relativement loin du trou noir. Mais si je suis très près du trou noir, l'effet de décalage vers le bleu gravitationnel va être beaucoup plus important. Et alors, ça, c'est ce que vous voyez si vous avez des objets étendus. Donc, vous voyez bien que ce carré-là, qui ne ressemble plus à un carré, c'était rien d'autre que le carré qui était ici. Donc, pour des objets étendus, la distorsion causée par le trou noir va se traduire par un changement de leur taille apparente, un changement visible. Si maintenant vous avez une source ponctuelle quelque part là, en fait cette source ponctuelle n'est pas ponctuelle, c'est un tout petit objet qui va subir la même déformation que les objets de ma grille, et donc la luminosité d'une étoile qui se situe exactement derrière le trou noir va être augmentée du même facteur que la surface apparente de ce petit carré est augmentée quand je mets le trou noir devant. Donc ce que vous allez voir quand vous allez regarder un catalogue d'étoiles, c'est essentiellement une variation du flux lumineux des étoiles que vous recevez, ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Donc au voisinage du trou noir, les rayons qui sont le plus défléchis sont fortement désamplifiés, mais vous avez une région qu'on appelle l'anneau d'Einstein qui correspond à l'unique point qui est derrière le trou noir, qui apparaît sous la forme d'un cercle, et dont la luminosité, la luminosité des étoiles qui sont situées dans ce voisinage va être considérablement augmentée. Donc on va voir ça sur quelques exemples. Alors, non. Alors amusons-nous déjà à regarder ce qui se passe quand un petit amas d'étoiles passe. Non, pourquoi il me fait ça? Passe devant le trou noir. Donc je reprends à peu près la même région du ciel, j'ai toujours Orion ici.
le taureau ici, et là, ce que vous ne reconnaissez pas, c'est l'amas des Pléiades qui est fortement distordu par la présence du trou noir. Et donc vous voyez, quand le trou noir passe devant un amas d'étoiles, en fait, les étoiles ont tendance à vouloir essayer de l'éviter, de passer autour, quoi. Pas exactement derrière. Alors elles passent en vrai derrière, mais un objet qui est exactement derrière va être situé sur un cercle qui entoure la silhouette du trou noir. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez ces mouvements un peu bizarres, et ces mouvements se traduisent aussi par le fait que donc vous avez un dédoublement des images, qu'on voit individuellement ici. Là, vous avez l'image primaire, disons, de l'amas des Pléiades. Là, vous avez l'image secondaire. Et quand les étoiles passent les unes après les autres au plus près du trou noir, ça se traduit par une amplification parfois importante de la luminosité des étoiles. Au point que, si vous vous mettez dans le cadre de l'optique géométrique, vous n'avez pas de limite à cette amplification. Et donc, vous avez virtuellement une amplification infinie. Dans l'hypothèse, vous avez une source parfaitement ponctuelle et que vous êtes dans la limite de l'optique géométrique, ce qu'on va voir ici. Voilà. Alors, en vrai, quand on a des phénomènes aussi extrêmes que ça, l'optique géométrique ne marche pas. Vous avez des phénomènes d'interférence, des trucs qui font que vous ne pouvez pas avoir d'amplification infinie, mais vous pouvez avoir des amplifications qui sont extrêmement fortes, mais qui sont d'autant plus improbables qu'il faut que vous ayez un alignement parfait entre le trou noir et l'étoile. Alors, le deuxième aspect dont j'ai parlé, c'est le fait qu'il y a des images multiples. Alors, c'est évident qu'il y a des images multiples sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ici, hop. Voilà. Donc ici, j'ai mis le trou noir proche du centre galactique. Donc l'image du centre galactique est légèrement voilée par la présence du trou noir qui a tendance un peu à pousser le décor sur les côtés. Et donc, comme je vous ai dit, je vois une image secondaire du disque de la Voie lactée dans son ensemble. Donc le centre galactique, ça c'est son image primaire. Ça, c'est son image secondaire. En fait, tout le disque ici correspond à une image secondaire du disque qui est là, et ainsi de suite. De même, je ne sais pas, cette étoile ici qui est Antares, je la vois ici. Cette étoile qui est ici, je dois la voir là, et ainsi de suite. Mais en fait, ça, c'est uniquement pour des rayons qui passent assez loin du trou noir et qui sont défléchis de quelques degrés. Rien n'interdit d'avoir un rayon qui passe beaucoup plus près du trou noir, et qui va par exemple faire un tour complet autour du trou noir avant de parvenir jusqu'à moi. Donc je peux avoir un rayon lumineux ici qui passe de l'autre côté du trou noir et qui apparaît ici. Et donc le halo que vous voyez ici n'est rien d'autre en fait qu'une troisième image du disque de la Voie lactée. Et si je zoome suffisamment, je ne vais pas avoir rien entre cette troisième image du disque de la Voie lactée et le bord de la silhouette du trou noir. Je vais avoir, si je zoome suffisamment, une quatrième image qui va apparaître ici, qui va ensuite être suivie d'une cinquième image et d'une sixième image, etc., jusqu'à l'infini. Alors là encore, ceci est dans l'hypothèse où on est dans l'optique géométrique et où on est où les étoiles sont des objets purement ponctuels. En fait, le niveau de zoom que j'ai là me dit que ceci fait à peu près une microseconde d'arc de large, et donc à ce niveau-là, je devrais tenir compte des effets de taille finie des étoiles qui ne devraient plus être comme des points, mais comme des vermicelles un peu allongées. Donc là, la simulation est un tout petit peu trompeuse dans la mesure où on est un peu à la limite de ce qu'on peut montrer sans trop se compliquer la vie. Mais bon, comme on n'aura jamais une résolution d'une nanoseconde d'arc par pixel, on s'en fiche un peu, c'est pas grave. Alors, j'espère que... Hein? Ouais, si voilà. Voilà, donc il faut charger quelques autres vidéos. Donc c'est BH2. Voilà, BH2. C'est bon? Ouais, ok. Bon, j'espère qu'il va faire dans le bon ordre. Ok. Bon, évidemment, c'est pas allé dans le bon ordre. Alors,
Je vais vous faire patienter un tout petit peu. Donc si on essaie de résumer en une seule image, voilà le genre de choses qu'on peut avoir. Vous avez donc une distorsion de la sphère céleste. Donc là encore, on a une version voilée du disque de la Voie lactée. Vous avez un dédoublement des images. L'image primaire du disque de la Voie lactée ici, l'image secondaire est là. Là, vous avez le grand nuage de Magellan qui ne ressemble pas à ça en vrai. Là, vous avez l'image secondaire du grand nuage. Là, vous avez le petit nuage. Là, vous avez l'image secondaire du petit nuage. Et toutes les étoiles que vous voyez, par exemple celles-ci, elles ont leur image secondaire quelque part plus proche du trou noir. Alors, quand le trou noir est à asymétrie sphérique, c'est-à-dire qu'il n'est pas en rotation, l'image primaire et l'image secondaire sont alignées avec le centre géométrique du trou noir. Hein. C'est la conséquence que les trajectoires des photons au voisinage d'un trou noir sont des trajectoires planes, comme quand on a un problème keplérien. Mais en fait, quand on regarde